quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider dans ce silence amer. J'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. Elle revient d'une très longue tournée qui l'a amenée de la France à Moscou en passant par la Martinique et la Guadeloupe. Il y a des jobs pires que ça, Lara Fabian? Ça, c'est sûr. Bienvenue d'abord. Merci beaucoup. J'ai envie même de te souhaiter bienvenue chez toi parce que je sais que tu es redevenue montréalaise depuis l'été dernier. Oui. Est-ce que ça te manquait d'avoir ta maison à Montréal? Beaucoup. Oui. Beaucoup. Et bon, même si Bruxelles, c'est ma naissance, c'est ma famille. Et c'est vrai que c'est l'endroit où je respire. La lumière n'est pas pareille. On dit toujours, mais qu'est-ce qu'il y a de différent? La lumière, l'oxygène, l'accessibilité des gens, l'aspect naturel et puis l'espace. Il y a de l'espace. À Montréal, ah oui? Ben, au Québec en général. Okay. Mais même tu connais Paris un peu, où je suis sûre, regarde, quand on vit dans 40 mètres carrés avec un building à gauche, un building à droite, ça rend cynique et agressif. C'est vrai que le Québec, c'est une façon de respirer, simplement. Puis tu sais, on dit souvent quand on s'achète une nouvelle maison, on a envie de décorer, on a envie de faire du cocooning, de la popote. Est-ce que tu as le temps de faire ça? Ben, franchement, pas vraiment, mais je m'oblige. Et je me dis, Lara, là, prends au moins 3 jours sur le mois, tu t'occupes que de ça, tu penses qu'à ça. Mais c'est pas évident, franchement, c'est pas évident. J'essaie de le faire quand je voyage. Comme je voyage beaucoup, j'ai des longs bouts, je suis 6 heures dans un avion, 2h30 dans un train. Donc j'essaie de m'amener des magazines, des choses et de réfléchir à ce que je voudrais. Où tu fais ta décoration. On a su, entre autres, entre les branches, que c'est vrai, tu reviens très fréquemment à Montréal. Pendant longtemps, bon, tu n'avais pas ta maison, mais tu en avais même profité pour aller fêter ton anniversaire dans un karaoké, c'est vrai? Oui, dans un bar de l'Est, écoute. Mais on avait été manger dans un restaurant italien que j'adore, qui est chez Daima. Et puis après, je dis, oh, j'ai envie d'aller chanter, parce qu'on était toute une gang de chums. Elle dit, oui, mais à cette heure-ci, il était tard. Et on a trouvé un bar, le gars, il a ouvert pour nous. On a amené des bouteilles de champagne parce que c'était un bar où on ne vendait pas d'alcool. Et on a fini à 3 heures du matin, Dancing Queen! C'était avec mes chums. Puis est-ce que les autres osaient chanter devant toi? On était tout seuls. Oui, je sais, mais quand même devant toi, c'est assez gênant avec la voix. Ah non, il y avait du monde qui chantait bien, puis Sophie, mon manager, chantait assez bien, puis non, c'est pas grave, c'est pour s'amuser. Justement, le karaoké, c'est ce qui permet à n'importe qui de rentrer dans une chanson, qu'on soit poche ou pas, et de chanter avec toute l'énergie. C'est pas grave, ça. Avec un peu de champagne, on oublie ça aussi. Exactement, ça aide toujours. Moi j'étais à ce stade-là déjà, donc bien entendu, je pense. On parlait de ton rythme effréné. Écoute, on sait qu'il y a 2 ans, on se rappelle de ton état de santé qui était précaire. On avait parlé de burn-out, de fatigue. Tu avais parlé, entre autres, que les médecins avaient trouvé des taches sur ton foie, sur tes reins. Comment vas-tu aujourd'hui? Bien, très très bien. Tout ça est réglé? Mais ça se règle, c'est sûr qu'on subit plein de choses, plein de traitements. Mais ça se règle. Et si j'ai été très discrète là-dessus, c'est parce que je voulais ne pas donner vie à cette maladie plus que ce qu'elle ne l'était, de toute façon. Et continuer mon existence tout à fait normalement, même si c'est pas évident quand on te découvre ce genre de choses sur des organes vitaux, de se dire, bon, ok, c'est pas grave, on peut pas le prendre par-dessus la jambe complètement, mais quand même, j'ai fait Mais tu crois à la puissance de la parole? Je crois surtout au fait que maladie, c'est mal à dire, le mal qu'on dit, qu'on ne dit pas plutôt, et qu'il y a un pouvoir extraordinaire en nous pour guérir et surmonter certaines maladies. Au-delà de l'allopathie, au-delà de la chimie, au-delà de tout ce qu'on peut prendre, il y a quelque chose qu'on peut faire pour soi, qui est d'un ordre beaucoup plus spirituel. J'allais dire, c'est une sorte d'élévation de conscience. Mais au Québec, les gens sont très branchés sur ça. Et c'est vrai que c'est ici que moi, j'ai été prise en main par un collier de perles de femmes extraordinaires qui m'ont beaucoup aidée, vraiment aidée. Quelqu'un qui fait du décodage biologique, qui est un petit génie, une femme qui fait de la massothérapie, qui est vraiment extraordinaire et qui m'ont vraiment aidé à me rebrancher au pourquoi t'as ça, Lara. Et voilà, et puis ça passe. C'est quoi le décodage biologique? C'est la première fois que j'entends parler. C'est vrai. Alors, c'est une vraie médecine, c'est une médecine parallèle, c'est pas une invention américaine, ça existe depuis des années et des années, et ça permet de prendre la maladie à la base, de remonter la souffrance par la maladie. T'es pas obligé de te raconter, simplement ça te permet de dire, bon, t'as quoi toi? Ben moi j'ai, je sais pas, j'ai un problème... à la gorge. Oui, exactement, ou bien j'ai même un problème d'alcool, ça peut aller jusque-là. Et la personne s'assied en face de cette thérapeute, lui raconte son histoire, et on remonte avec les détails de la maladie. Elle te demande de raconter comment tu fais, c'est quoi consciemment que tu fais pour être... Écoute, va le voir sur le net, c'est vraiment très très intéressant. Et il y a des femmes dans ce pays qui sont des thérapeutes en décodage biologique qui sont des extraterrestres, tellement elles sont efficaces. Wow. Donc tu as réussi à mettre le doigt sur le pourquoi? Oui. C'était très simple. En fait, il suffit de se regarder dans un miroir, d'avoir le courage de dire, regarde, on n'est pas les victimes de quelque chose, on n'est pas non plus les bourreaux dans une situation, mais on est
comment dire, on est les créateurs de nos vies. Je veux dire, le bonheur, je dis souvent ça, que le bonheur, c'est une action, pas un accident. Et la maladie aussi, le malheur aussi, c'est une action. On n'est pas toujours, ah, pauvre moi. Oui, de temps en temps, c'est bien de se plaindre. Ça permet d'exorciser ce qui ne va pas. Mais je trouve qu'en général, on est vraiment assez responsable. Pas coupable, responsable. Mais est-ce que ça t'a-tu sonné une sonnette d'alarme quand même, de dire, là, il faut que je ralentisse, ou il faut que je revoie mes priorités? C'était plus ça. C'était plus revoir les priorités. Ça vient aussi à la suite d'un choc, de choses qui sont un peu difficiles à prendre, à vivre. Et il faut croire que moi, j'avais un karma comme ça dans cette vie-là, mais après, c'est tellement exceptionnel. C'est vrai que c'est dur de monter, mais quand tu montes, il y a une bouffée d'air en haut qu'on ne peut pas expliquer si on ne la vit pas. Puis d'ailleurs, parlant de montée, tu es monté très très haut. On parle de 13 millions d'albums vendus sur la planète. Est-ce que c'est un peu abstrait, ça, qu'on parle de ça, 13 millions d'albums? Oui, pour moi, c'est juste des maths. Ça ne veut rien dire. Ce qui est formidable, c'est de durer dans le temps. Quel que soit le chiffre qui nous relie aux gens, c'est de rester avec les gens. Voilà. Moi, c'est cette chance-là que j'ai. C'est ce qu'on voit dans le DVD Live. Il y a un documentaire qui s'appelle Le Journal de Lara. Et dans ce documentaire, tu vois vraiment ce qui m'unit aux gens, à quel point ça va au-delà de chiffres ou de crédibilité. C'est une affection profonde, c'est vraiment un truc d'individu. Tu vas me dire, oui, mais Lara, 6000 personnes dans une salle, c'est pas un individu. Non, mais c'est une foule d'individus. Et moi, je le sens vraiment comme ça. Moi, j'en reviens pas que dans le DVD aussi, tu t'exposes, tu te montres pas maquillée, en train de faire la folle chez toi. Avec ta mère. Oui, avec ma chum, ma meilleure amie. Puis on est quand même dans un métier d'image. As-tu eu une pudeur avant de montrer ça, ou vraiment c'était une façon de... Oui, évidemment. Il y a des moments où tu te dis, bon... Et après, c'est toi, c'est ce que tu es. Tu vois, donc on n'est pas toujours dans... on ne peut pas toujours être dans cette apparence-là. L'amour. Non, c'est chouette. Moi, ça m'amuse des fois d'être la Barbie de Bruno, de Manon. C'est cool. Et je sors de là, je suis traitée. On en est plus belle peut-être. Et en même temps, la fille qui se lève le matin, qui fait à manger un ossobuco pour cette chum, qui est avec sa mère, c'est moi. Aussi. Puis il y a tout l'aspect aussi, quand on est une star de cette envergure-là, ta vie devient publique. Oui. Il y a plein d'éléments, évidemment, de ta vie qui deviennent publics. Là, dans les journaux, la semaine dernière, on parlait, entre autres, de cette querelle avec ton ex, avec Rick Harrison, pour une question de droit d'auteur. Est-ce qu'il y a un aspect frustrant de dire, là, cet aspect-là, je le perds, on dirait que ça ne m'appartient plus? Non, il y a des choses, quand on est persécuté, après, il y a un aspect aussi dans l'affection, par exemple. Donc, dès qu'on a... Il y a quelque chose qui se passe, on a un chum, on n'a plus de chum, mais comme tout le monde. Moi, je pense que je ne suis pas unique. Je suis une fille de 36 ans qui a eu des chums dans sa vie, sauf que les miens, ils ont paru sur les journaux la plupart du temps. Et dans le cas que tu viens d'exposer aussi, c'est vrai que tu dis, c'est quelque chose de personnel. Ma foi, pour être précise par rapport à ce que tu viens d'énoncer, c'était public. Je le savais que ça allait sortir. Donc, c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire autrement parce que je voulais continuer à faire ma carrière simplement, à chanter mes chansons comme je l'ai toujours fait, sans que personne m'en empêche. Et je n'avais pas d'autre recours qu'une injonction publique. Mais à part ça, écoute, l'aspect paparazzi de notre existence, il va plus loin un peu. Ils nous suivent à la boulangerie, ils nous suivent quand tu sors l'endroit où tu as été te faire un traitement du visage, puis t'es rouge tomate. Puis effectivement, c'est une sorte de journal que toi-même, tu n'as pas envie de voir. Tu trouves un jour le voici ou toutes ces choses-là. Et effectivement, tu te retrouves en bikini à fleurs, un gros plan derrière, un gros plan sur la grande. Ça ne tente pas nécessairement. Mais non, parce que toi-même, tu t'exposes pas comme ça. Quand tu te baisses pour prendre une crème dans le sable, tu ne penses pas que ton chum est en train de prendre une photo derrière. Ce qui est beau, Lara, c'est qu'il y a des gens qui savent que tu es resté vrai. Puis il y a des amis qui tiennent à toi, puis qui restent. Puis ils restent tellement qu'ils se déplacent à Montréal puis ils nous amènent des déjeuners. Allô, Martine? Bonjour, Martine. Martine, chérie, ça va bien? Ben oui. Si je le savais, j'ai dit que c'était la pomme en cage de la cabosse d'or. Oui, tu le savais. Non, c'est non, pas de suite. Je vais en manger un morceau. Martine, tu es la propriétaire donc, de la Cabosse d'Or. Tout de suite, Lara a reconnu tes pâtisseries d'ailleurs. À quel moment vous êtes rencontrées toutes les deux? À quel moment? Mais c'était avant le lancement de son premier album. Elle est venue nous trouver parce qu'elle avait goûté notre chocolat dans une petite boutique à Rosemère. Et on lui avait dit, allez voir les propriétaires de la Cabosse d'Or, ils sont belges comme vous, ils viennent d'arriver comme vous, donc il y a peut-être moyen de... Elle est venue se têter une commandite. Exactement. Oui, j'ai têté, mais pas. Bonjour madame, je suis toute seule au Québec, je suis belge comme vous, puis j'aime le chocolat comme vous. C'est beau de savoir que tu as commencé là. Oui, je fais un lancement avec 300 personnes, je peux-tu avoir gratuit 300 chocolats? Un chausson avec ça?
Et voilà, et elle me les a données. Elle a fait des petites boîtes dans lesquelles elle a mis 2 chocolats et j'ai pu offrir aux gens qui venaient à mon lancement au Bijou à l'époque, le 13 août 91. J'ai pu offrir des petites boîtes avec des chocolats belges. Les gens m'en parlaient pendant des semaines. Oh, wow. Et là, c'est drôle parce que tu as un très bon sens de l'humour depuis tout à l'heure, depuis ton arrivée, on rit avec toi. Et toi, tu disais que c'est un de ses talents cachés, entre autres. C'est quoi son talent caché, le plus secret qu'on ne connaît pas? Vas-y, Martine, tu veux balance la sauce. Elle fait de très belles grimaces. Il paraît que les yeux de poisson sont magnifiques. C'est le homard. C'est Jean-Pierre Coallier qui m'a demandé de faire ça. La première fois, j'avais 19 ans. Il m'a demandé de faire ça à Adlib à l'époque. Écoute. Et là, ils ont fixé mon visage sur tous les écrans de contrôle en arrière. Ça, regardez bien. Attends. Donc les pinces, la bouche. Oh, c'est magnifique! OK? Magnifique! On va aller à la pause là-dessus. Au retour, on va le fixer sur tous nos écrans. Parce que quand je rentre pas à la maison pendant un moment, je suis vraiment très, très perturbée. Je clignote. Tu nous parles d'un faux... C'est au fruit sucré que l'univers et la terre ensemencent. Un cadeau divin nous est offert si l'on croit à cette chance. La vie s'arrange pour nous donner notre moitié d'orange. C'est un voyage au creux de la chair où la guerre n'existe pas. La preuve que chacune de nos prières sincères trouvera une réponse malgré l'absence, dès que l'amour s'avance. Aime la vie est tellement belle, dès que tu deviens celle ou celui qui aime. L'incertitude que l'autre est essentielle. Et c'est ce rendez-vous comme un signe du ciel. Aime et fous-toi de la haine, ne redeviens pas celle ou celui qui peine. La solitude est un chemin cruel. N'oublie pas que l'amour est une éternelle. C'est une caresse et l'on tremble ensemble, on ne s'y attendait plus. C'est un regard qui nous ressemble au visage de cet inconnu. Soudain les larmes inondent nos cœurs, on étreint le bonheur. Aime la vie est tellement belle, dès que tu deviens seul ou celui qui aime. La certitude que l'autre est essentielle. C'est ce rendez-vous comme un signe du ciel. Aime et fous-toi de la haine, ne redeviens pas celle ou celui qui peine. La solitude est un chemin cruel. N'oublie pas que l'amour est une éternelle. Je te dis aime, je te dis aime, je te dis aime.
Emmanuel, puis toi au piano, merci beaucoup. Félicitations pour votre visage aussi, qui est ravissant. Ah, il est joli. Je vois que madame connaît ça. Madame connaît ça. C'était la pièce M qui se retrouve sur ton album Regard Neuf. Je sais que c'est la version live de l'album Neuf. Et de toutes les autres chansons que vous connaissez, Immortel, J'y crois encore, Tout, Je t'aime, dans un arrangement complètement revisité. Par exemple, Je t'aime est a cappella, Tout est en bossa nova, J'y crois encore est en milonga. Donc je touche à plein de musicalités différentes, sonorités différentes sur le Regard Neuf live. Oui, puis je sais que les titres de ton album sont très significatifs pour toi. Pourquoi le chiffre 9? C'est la fin d'un cycle et la naissance d'un autre. Et c'était très important au moment où j'ai écrit cet album. C'était tellement juste ce qui se passe. Et puis le 9 est un peu mon chiffre fétiche, mon chiffre porte-bonheur. Il me précède toujours quand quelque chose de beau est en train de se préparer. C'est pas le chiffre de ta fête également? C'est aussi mon chiffre de naissance. Voilà. Alors, en cet honneur, Lara, on a décidé de te préparer une entrevue tout en numérologie. On a fait faire ta numérologie et on va essayer de... Tu vas nous dire si ça concorde ou non. D'accord. Alors, on le fait à partir de ton vrai nom qui est Lara Crocard. Oui. Qui est née le 9 janvier 70. Alors, si à la maison, vous vous appelez Lara Crocard et êtes née le 9 janvier 70, ça s'applique. Appelez ma mère et mon père. OK, alors on dit votre prénom, Lara, caractérisé par le chiffre 5, indique un incontestable charisme, oui. On vous écoute et on vous admire car vous parvenez à vous adapter au niveau de chacun. Vous avez l'air sûr de vous. L'air. Oui, l'air, c'est parfait, l'air. Mais je me demandais, après 15 ans de métier, on commence pas à avoir une certaine assurance? Non, on a de l'expérience, mais de l'assurance, c'est pas pareil. L'expérience n'empêche pas l'émotion, le fait qu'on ne vous connaisse pas, qu'on vous rencontre, bon là c'est super sympathique, ça va bien, mais j'ai toujours une petite appréhension, moi, en général, que je chante, que je fasse une entrevue, avant de monter sur scène, même que je suis pas gérable, je suis une vraie femme, oui, à ce moment-là. On me dirait, va donc te reposer de Mais bon, oui, c'est comme ça. Non, j'ai pas d'assurance véritable. J'ai de l'expérience, donc certes, une dose d'expérience fait en sorte que tu fais les choses peut-être plus aisément, mais... Puis par rapport à la critique, parce que ça n'a pas toujours été tendre, toi, est-ce que tu te laisses atteindre encore ou tu arrives à te... Ça dépend quoi. Détachement? Moi, j'ai aucun problème avec la critique qui est fondée sur l'origine de la critique, c'est-à-dire être objectif, dire les choses comme on les pense, dans le sens où comme elles sont, c'est-à-dire, et pas dire jaillis ça. T'as le droit de pas aimer ça, mais alors ne fais pas la critique. Je pense que le public a le droit de dire jaillis ou j'aime, mais je pense que les gens qui font ce métier-là, qui sont nos véhicules jusqu'aux gens, devraient rester un petit peu plus objectifs et surtout arrêter d'être cruels pour rien. C'est vrai que j'ai été victime de cruauté. Ça va vraiment mieux, par exemple, aujourd'hui. Oui, c'est fini. Oui, c'est fini. C'est vrai que c'est fini. Il faut que ça finisse à un moment donné. Votre nombre d'expressions, le 6 synthèse de votre prénom et de votre nom, détermine votre nature profondément affective et émotionnelle. Je sais que tu es une grande émotive. Est-ce que c'est de pire en pire ou c'est de moins en moins? Là aussi, j'ai réussi à rétablir un peu le sens des choses. Il y a des choses qui continuent de m'émouvoir, qui vont toujours m'émouvoir, et puis d'autres choses sur lesquelles j'ai essayé de prendre un peu plus de force, un peu plus de tenue de corps, et ça va mieux. Oui, ça évolue bien. OK, ça évolue. C'est quand même bon. Oui, hein? Le sens de l'équilibre également et de la responsabilité ainsi que du service. Qu'est-ce qui t'aide à garder ton équilibre? Ah oui, ma famille, ma mère, mon père, ma meilleure amie, mes amis. C'est vrai que j'ai une très belle famille, quoi. J'ai une tribu, quasiment. C'est des gens vraiment très terre à terre, très simples. Qui te sont restés fidèles. Oui. Et moi aussi, je suis quelqu'un de très fidèle. Mais bon, quant au sens de l'équilibre, ça se travaille. Hein. C'est du jardinage. Hein. C'est tous les jours. Oui, parce que c'est fragilisant, ce métier. C'est désarçonnant. Tous les jours, tu peux rencontrer quelque chose. On est des artistes, on est fragile, l'air de rien. Puis il faut arrêter de ne pas se l'avouer. Moi, longtemps, j'essaie de faire... Non. Oui, OK. Ça va. Et en fait, t'as le goût de craquer des fois, t'as juste le goût de dire, regarde, ça fait mal. Donc j'ai appris à être juste normal. À montrer que ça fait mal et que ça fait tellement du bien. Vous êtes indubitablement doué d'une bonne intuition et vous faites preuve d'un profond désir de sécurité et de racines. Ah oui. Comment on fait quand on vient de partout pour trouver ses racines? On s'achète des maisons.
C'est bon de savoir le faire. Ou on en loue. Mais tu sais que même en vacances, moi je fais ça, je loue des maisons plutôt que d'aller... Si j'ai de la chance et que c'est au moins pour 8 jours, je préfère louer une maison que d'aller à l'hôtel. Il faut vraiment que tu établisses ton territoire. Oui, oui, les photos, des bougies, cuisiner, mettre chum. Et j'ai besoin effectivement de racines de terre. Je suis très insécure. Là, ça, ma famille aurait des anecdotes extraordinaires à ce sujet quand elle n'a pas été chez eux, ça fait un bout, ça doit être ça. Parce que quand je rentre pas à la maison pendant un moment, je suis vraiment très perturbée. Je clignote, il y en a. Puis on parlait aussi avant l'émission que quand tu vas au Brésil, notamment, tu dois te munir de garde du corps. Je pense que tu en as 5. Au Brésil, il y en avait beaucoup. Sinon, moi j'ai mon Yannick, mon fidèle qui est là depuis 10 ans. Mais au Québec, c'est pas nécessaire, t'as pas besoin de garde du corps au Québec. C'est sûr que quand tu sors d'un concert et qu'il y a eu une effervescence comme à la Place des Arts cet été, là, il y avait 3000 personnes, je les avais pas vues depuis tellement de temps. Je suis sortie, il y avait beaucoup de monde. Puis c'est vrai qu'il n'y aurait pas eu Yannick. C'est difficile à gérer. Mais ici, il y a quand même, je suis capable de prendre une main et de dire attends, tu sais, c'est pas grave, regarde, tout va bien. Puis le monde est correct, puis ils reviennent à eux facilement. En France, c'est pas la même chose. Lara, ça a été un bonheur belge, un bon belge de te recevoir. Tu cherchais quelque chose de doux et de sucré. Comme toi. Ça a été vraiment un vrai C'est vous les bonbons, vous êtes des bonbons pour de bon, toutes les deux. C'est cute. Et puis veux-tu un doggy bag de la cabosse? Oui. Je le savais. Oh,